Madame, Monsieur, bienvenue à cette émission Monde Politique. Encore une fois, nous vous disons bonjour et merci de nous rester fidèles sur la radio ATFM 100.7 et sur la télévision Tout TV. C'est l'émission Monde Politique et nous avons rendez-vous aujourd'hui avec un jeune loup de la scène politique burkinabé qui n'est plus à présenter. Alexandre Jérémy Sankara est notre invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour Bernard. Alors, vous êtes un ancien député à l'Assemblée nationale, vous avez travaillé au niveau des impôts, vous avez pris votre distance avec ce secteur-là et vous avez fait carrière. Vous êtes un homme politique. Aujourd'hui, vous êtes vice-président du parti, le PUR, Progressistes Unis pour le Renouveau, présidé par Vahir Somé. Et donc, avec vous, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité, mais aussi sur ce que vous faites actuellement, parce que en politique, on a l'impression que certains sont à la retraite, certains travaillent, puisque pour le moment, compte tenu du fait que nous sommes dans une transition, au niveau des partis politiques, c'est la remobilisation, c'est la réorganisation. Madame, Monsieur, merci encore de votre fidélité. Le décor étant campé, nous vous posons la toute première question. Pour le moment, à quoi s'occupe Alexandre Sankara? Merci à Trop TV, merci Bernard pour l'invitation. Bonjour à tous vos téléspectateurs et vos auditeurs. Alexandre Sankara, après toutes ces péripéties, je suis reparti aux impôts, entre parenthèses, parce qu'après l'Assemblée, j'avais pris des disponibilités pour travailler effectivement dans le privé pendant 4-6 ans. Et après, les activités politiques m'ont absorbé pendant une quinzaine d'années. Bon, après, je suis actuellement reparti dans ma maison mère, qui est la Direction générale des impôts. Et donc, j'ai repris le travail. Mais parallèlement, on continue aussi nos activités politiques. Comme vous me présentiez tout de suite, je suis vice-président du PUR, Progressistes Unis pour le Renouveau, qui est aussi membre de l'Alliance Ensemble pour le Faso, qui regroupe 5 partis, l'APR, le Parent, le Mouvement Sens, PDS et puis le PUR. Donc dans tous ces cadres-là, nous essayons en tout cas de travailler, de nous organiser en perspective des élections qui vont venir suite à la transition. D'accord. Alors, mais depuis un certain temps, vous avez quitté les radars, on ne vous voit plus sur les plateaux d'émission. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est vrai. Depuis l'arrivée du Premier ministre Albert Ouedraogo, c'est un ami à moi et un camarade. Nous avons fait le mouvement estudiantin ensemble, notamment à l'ANEB, dans les années 90, avec les Dabo Boukali, paix à son âme. Un vrai ami et même un frère. Donc, vous vous souvenez, immédiatement après le 24 janvier, notre alliance Ensemble pour le Faso a été l'une des toutes premières organisations politiques à faire une déclaration pour condamner le putsch et dire que, en tout cas, ce n'était pas la solution au problème. Et moi-même, j'ai fait quelques plateaux pour dire ce que je pensais de ce putsch-là et des hommes qui l'animaient, notamment le lieutenant-colonel Damiba. Après, Albert a été nommé Premier ministre. Bon, j'étais un peu gêné. Je suis allé le voir, je lui ai dit, bon, écoute, cher ami, bon, tu connais mes positions par rapport à ceux qui t'ont mis là-bas, mais bon, à cause de toi, en tout cas, pour toi, je vais marquer une pause. Et c'est ça que j'avais disparu des radars. J'ai même demandé à mon parti politique de se mettre un peu en retrait. À défaut de les soutenir, nous n'allons pas les gêner. C'est ce que je lui ai dit. Donc, j'ai refusé toutes les interviews, toutes les émissions. J'avais désactivé mon compte Facebook, etc. Juste c'était pour ça, parce que j'avais pris un engagement avec lui de ne pas les gêner, parce que vraiment nous avons fait beaucoup de choses ensemble pour le mouvement estudiantin. Le voir à ce niveau, je lui ai dit, bon, écoute, si tu réussis, ce serait bien pour nous tous, mais en tout cas, sache que tu es sur des braises. Bon, malheureusement, l'expérience a tourné court et maintenant je me sens libre de tout engagement. Mais je précise que cet engagement que j'avais pris avec lui, c'était de façon désintéressée. Je ne lui ai rien demandé en retour, hein, non. Au contraire, il m'a même proposé des choses que j'ai refusées. Mais vraiment, c'était pour ça que j'avais mis de côté mon activisme politique pour les laisser, voilà. Donc pour vous, l'amitié jusqu'à ce niveau, il est sacré? Il est sacré, c'est ce que j'ai dit. Hein. Quand on ne peut pas se sacrifier pour un ami ou pour sa famille, on ne peut pas se sacrifier pour sa nation. C'est aussi simple que ça. On a vu l'exemple avec Blaise et Sankara.
Si Blaise avait respecté l'amitié jusqu'au bout, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé à ses côtés pour l'accompagner? Ce ne sont pas des compétences qui vous manquent. Avec votre expérience politique dans le privé, dans la fonction publique, l'expérience parlementaire, vous avez du bagage pour l'accompagner. Finalement, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé offrir également à Cécile Bon, cher ami, c'est ton combat, c'est mon combat? Oui, c'est vrai. Comme je disais tantôt, je lui ai dit de ne pas... Je ne veux rien. Je lui ai dit ça. Mais malgré tout, il m'a proposé beaucoup de choses. Mais après, chaque fois, il m'a dit, bon, Damiba refuse. Quand il envoie mon nom, Damiba dit non, je suis quelqu'un qui, bon, je ne sais pas, en tout cas, m'a jamais donné les raisons. Mais je lui ai dit, mais écoute, moi-même, je ne voulais pas, dans tous les cas, et chaque fois, je lui disais, écoute, ne te soucie pas de moi, ne te préoccupe pas de moi, non, je suis bien là où je suis. Je suis réparti aux impôts, j'ai un salaire, je vis bien, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel est que tu réussisses ta mission. L'essentiel est que tu portes haut les aspirations du peuple burkinabé. C'est pourquoi, en tout cas, tu as accepté compte tenu, parce que je te connais. Je sais que si tu as accepté, bon, tu as dû en tout cas poser un certain nombre de conditions, parce que tu es un homme de valeur, tu es quelqu'un avec qui, comme je le disais tantôt, on a cheminé pendant de longues années, on a vécu des choses terribles ensemble, etc. Bon, mais malheureusement, comme je disais, l'expérience a tourné très court. C'était prévisible, et 2-3 semaines avant le coup d'État, on a eu des échanges, et je lui ai dit, bon, écoute, votre affaire... ça risque de ne pas bien se terminer. Vous avez pu lui dire ça? Oui, par WhatsApp. Voilà, je lui ai envoyé un message WhatsApp, un très long message, pour lui dire ce que je pensais de la conduite de la transition. Je lui ai dit, ben, la transition, il faut la remettre à plat parce qu'elle n'est pas inclusive. Elle m'a dit pourquoi. J'ai dit, mais regarde, si je te demande de donner un seul nom, toi-même en tant que Premier ministre, d'une OSC crédible qui est à l'ALT, tu ne peux pas citer. Les partis politiques, vous les avez mis sous étoignard, et je lui ai précisé, j'ai dit les partis politiques, crois-moi, nous sommes plus dangereux en hibernation qu'en activité. Et après, j'ai dit, mais toutes les décisions que vous prenez ont contribué à diviser davantage les Burkinabés. Pourquoi, comment tu expliques cela? Et j'ai fini par dire, même des personnalités, on ne voit pas des personnalités en arrière-plan du MPSR auxquelles les Burkinabés s'identifient, des personnalités crédibles, des hommes et des femmes de valeur. Et quand ils parlent, on dit, ah bon, comme ces gens-là sont avec vous, bon, on va. Je lui ai dit tout ça. Et je lui ai dit, bon, il ne faut pas te faire des illusions. L'affaire est mal barrée. Si, en tout cas. Quand vous lui avez dit que de ne pas se faire des illusions, c'est mal barré, qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit, écoute, cher ami, il souhaite qu'on se voit pour en parler de visu. Je lui ai dit, ben, à ta convenance, voilà. Et malheureusement, bon, on n'a pas eu le temps de se voir pour en parler. Et 2 semaines après, il y a eu le coup d'État. Madame, Monsieur, vous êtes à l'émission Monde Politique avec Alexandre Jérémy Sankara, ancien député à l'Assemblée nationale, vice-président du Parti progressiste uni pour le renouveau, le PUR. Effectivement, vous dites que quand les partis politiques sont en hibernation, ils sont plus dangereux que quand ils sont effectivement en activité. Aujourd'hui, au niveau des partis politiques, vous vous occupez à quoi? Non, comme on nous avait interdit, enfin, Damiba avait dit, voilà, il faut qu'on arrête. Il a dit de limiter, de cesser les activités politiques débordants. C'est quoi l'activisme politique débordant? Donc, on avait pris ça comme étant des avertissements et des menaces. Donc, ben, on a dit, ok, ben, nous n'allons pas faire de l'activisme politique débordant, mais comme je disais, nous allons travailler en bas. Et donc, on s'organisait en bas, on rencontrait nos structures, on continuait les implantations des partis, mais comme on ne pouvait plus vous inviter pour venir couvrir nos activités, même on hésitait même à les mettre sur Facebook, mais on travaillait en tout cas à ce que voilà, cette transition-là n'aille pas très loin. Oui, parce qu'elle était complètement bâtarde, hybride, sans vision aucune, avec un homme sans vision à la tête, notamment Damiba. Mais ça ne pouvait pas aller loin parce que le Burkina n'a jamais eu un président aussi médiocre que ce monsieur-là. Je m'excuse de le dire, mais c'est comme ça. Vous savez, il a eu aussi, les Burkinabés lui ont accordé quand même un chèque en blanc dès le départ, même si le soutien populaire n'était pas à la hauteur de celui dont a eu Ibrahim, mais quand même, en tout cas, il y avait un petit crédit qu'on lui accordait. Ça aussi, c'est dû au fait que les gens étaient très très déçus de la gouvernance d'Europe et de son MPP. Mais très vite, il a vendangé tout ça, comme je l'ai dit à mon ami, par des décisions
complètement impopulaire, à la limite, si ce n'était pas de la provocation au peuple burkinabé. Moi, j'ai dit, il y a des choses au Burkina, je l'ai dit dans un de mes posts, il y a des symboles au Burkina auxquels on ne s'attaque pas. C'est Sankara et l'insurrection des 30 et 31 octobre. Toute personne, et ça, celui qui veut s'attaquer à ces deux symboles-là, ben, voilà, il aura face à lui... Ce sont des symboles sacrés, incardinés? Oui, sérieusement. Damiba ne l'a pas compris. Quand il est arrivé, d'abord, tout ce qui était insurrection populaire, tous les acteurs qui ont fait l'insurrection, ils ne voulaient pas entendre parler. Vous voyez, même à l'Assemblée, toutes les images que Feu Salif Diallo avait mis à l'Assemblée, tout a été démonté. Voilà, Sankara aussi, au premier moment, il a fait semblant d'être sankariste, certainement pour avoir l'adhésion, et les gens l'ont applaudi effectivement, mais très vite, ça l'a rattrapé, avec des comportements aux antipodes et des décisions vraiment avec l'arrivée. Il a fait venir Blaise Compaoré au mépris total, non seulement de la justice, mais surtout aussi du peuple burkinabé. Et là, c'était maintenant clair que la restauration dont il parlait là, c'était celle de l'ancien pouvoir. Et nous, on liait sous cap, on savait qu'il n'allait pas faire long feu. On ne s'amuse pas avec ces deux symboles-là. Vous savez, les gens, et Damiba y compris, s'est trompé. Il s'est dit, les Burkinabés, après les déceptions post-insurrection, les gens ne sont plus prêts à donner leur poitrine pour une cause. Mais non, les Burkinabés sont comme ça. Voilà, ils font semblant de sommeiller, mais il y a des choses en eux, il y a des valeurs en eux. Si tu essayes de les toucher, ben, voilà, ils vont se réveiller. Mais il vous a dit que c'est vous, homme politique, qui nous avez mis dans une telle situation, que vous êtes à 100% responsable de la situation. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai dit, ce discours-là, c'est pas vrai. Mais quand les hommes politiques, c'est plutôt eux les militaires. 60 ans d'indépendance, les militaires sont restés au pouvoir près de 40 ans. Ou bien 49 ans, pour être exact. Alors, pourquoi on accuse nous les hommes politiques? Chaque fois, ils disent que nous, on ne fait pas mieux, ils viennent, ils font un coup d'État, mais ils font pire. Surtout lui, il ne peut pas tenir ce discours. Non, les hommes politiques sont des Burkinabés. Nous sommes les reflets de notre société. Nous, les hommes politiques, là, nous ne sommes pas des extraterrestres. Ce qui se trouve au niveau des artisans, ce qui se trouve au niveau des OSC, ce qui se trouve au niveau des journalistes, au niveau des paysans, au niveau des fonctionnaires, c'est ça qui se trouve au niveau des hommes politiques. Parce que nous sommes d'abord des Burkinabés, fonctionnaires ou entrepreneurs ou hommes culturels ou journalistes avant d'être un homme politique. Donc, il n'y a pas... moi, j'ai dit toujours, si vous isolez les hommes politiques, vous dites, ah, c'est eux le problème, vous les traitez et vous laissez les restes de la société. Si vous nous ramenez dans la société, on va encore être contaminés. Parce que toute la société, les tares, s'il y a des tares, ben, elle est de toute la société burkinabé. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des responsabilités maintenant graduelles. Voilà, ça aussi, il ne faut pas l'écouter. Nous connaissons, nous sommes prêts à assumer nos responsabilités. C'est vrai que nous, les hommes politiques, en tout cas, il ne faut pas aussi dire tout le monde. Ceux, en tout cas, qui ont eu l'occasion d'exercer le pouvoir politique, le pouvoir d'État, n'ont pas, en tout cas, fait de telle sorte que les Burkinabés puissent avoir confiance à l'homme politique. C'est ça aussi qui a amené le désaveu, le discrédit, le manque de confiance que les citoyens ont vis-à-vis de l'homme politique, vis-à-vis de la politique. D'accord. Alors, vous êtes à l'émission Monde politique de la radio Watt FM qui émet sur la 100.7 et de la télévision Free TV. Notre invité, c'est Alexandre Jérémy Sankara. Nous poursuivons notre émission. Alors, hier, c'est officiel, on a un premier ministre en la personne de Maître Apollinaire Joachim Kellem de Tambela, donc connu par ses écrits, également connu par les chroniques, parce que c'est un chroniqueur. Que pensez-vous de sa nomination au poste de Premier ministre? Alors, moi j'avais dit, si le capitaine Ibrahim Traoré veut réussir, tout dépend donc de son Premier ministre. Et j'avais dit, d'abord il faut qu'il évite un Premier ministre technocrate. Parce que nous ne sommes pas dans une période où on doit faire du développement. Non, nous ne voulons pas un Premier ministre économiste, grand expert, technocrate. Non, ce n'est pas des questions de développement dont il s'agit ici. Il s'agit des questions de crise sociale, politique et sécuritaire. Ensuite, j'avais dit, il faut qu'il soit quelqu'un qui connaît vraiment le landerneau politico-social du Burkina. Ensuite, il fallait quelqu'un, qu'il soit homme ou femme,
intègre, véritablement au-dessus de tout soupçon et qui allait avoir donc l'assentiment, en tout cas à défaut de tout le monde, de la grande majorité. Je crois qu'il a très bien fait ce choix-là. Vous pensez que le casting est bien fait? Le casting, pour moi, on ne pourrait pas trouver mieux. Qu'est-ce que vous faites dire ça? Non, ceux qui connaissent l'homme, et moi je le connais, pas seulement parce qu'il fait des chroniques à la télé. Oui, tout à fait. Voilà, c'est trop facile. Hein. Vous savez, on a eu des expériences de grands chroniqueurs qui se sont révélés être des piètres ministres. Mais lui, en termes d'intégrité, il n'y a rien à dire. En termes de probité, il n'y a rien à dire. En termes de comme je le disais, de la connaissance du Burkina, il n'y a rien à dire. Il connaît le milieu politique, il connaît le milieu social, il connaît les problèmes du Burkina. Et enfin, en termes d'indépendance d'esprit, hein, il est imbattable. Ce n'est pas le genre de personne à qui voilà, on peut lui dire de faire des choses dont il n'a pas envie de faire et il va les faire parce qu'il est Premier ministre. Donc, vraiment, il réunit les critères qui pour moi sont nécessaires dans un contexte actuel. Peut-être que si demain la situation se stabilise, le Burkina reprend tout, peut-être qu'il ne serait pas bon pour ça, mais dans ce contexte actuel, je crois que le président Ibrahim Traoré a fait un très très bon choix. Alors quand on parle de maître Kelem de Tambela, c'est aussi son côté ascétique, austère. Ouais. Voilà. Et donc dans notre contexte également, pensez-vous que prêcher l'austérité à un certain degré, ça va marcher? Il le faut. Vous voyez, quand je le vois et tout sa vie, etc., ça me rappelle Sankara. Il faut non, on ne peut pas être dans la situation dans laquelle le Burkina se trouve et vouloir vivre comme avant, de façon insouciante, en gaspillant. Non, il faut vraiment de l'austérité. Il faut que les gens, au niveau individuel, que chacun se dise, il faut que je serre la ceinture. Mais pour que ça marche, il faut que justement, ceux qui donnent ces mots d'ordre-là donnent l'exemple. Et ça, Maître Kelem est vraiment l'exemple parfait en matière d'austérité. Il a une vie vraiment, on va dire, sévère pour lui-même. Donc il peut aussi demander aux autres d'être sévères avec eux-mêmes pour que le Burkina puisse aller de l'avant. D'accord. La qualité de la transition dépendrait également de la qualité des organes. Vous avez dit déjà que le choix du Premier ministre, c'est un bon casting. Il reste maintenant le choix des autres membres du gouvernement. C'est vrai qu'il y a des ministères clés. Oui. Défense, sécurité, économie. Quel profil probable? Moi, j'avais fait un poste aussi où j'ai dit que il aurait fallu que les assises là marbrent dans la charte les profils non seulement du Premier ministre, de tous les 25 ministres et il y avait quand même quelques lignes qui ont été touchées. Quelques lignes, c'est des valeurs qu'ils ont déclinées. Oui. Voilà. Mais au-delà des valeurs, en plus des valeurs, il faut maintenant des critères objectifs, des qualités intrinsèques, des compétences. Voilà. Bon, malheureusement, ça n'a pas été fait, mais c'est simple, il faut prendre des hommes à l'image de Maître Kelem. Voilà. Je vous dis que dans la situation actuelle, il faut des gens intègres, des gens patriotes, des gens travailleurs, des gens qui ne vont pas être là pour faire des calculs pour dire il faut que non. Mais quand vous-même vous regardez votre propre profil, si vous êtes appelé, est-ce que votre profil convient à la situation? Est-ce que vous allez accepter? Bon, c'est très difficile de se faire de l'autosatisfaction eux-mêmes. Non, ce n'est pas de l'autosatisfaction, c'est être juste également envers soi en l'appréciation de ce qu'on a. Je pense que, en tout cas, de mon parcours jusqu'à aujourd'hui, bon, je ne me jette pas des fleurs, je ne vais pas non plus aussi me mettre un couteau dans le dos. En tout cas, je crois que je peux répondre aussi. Parce que lui-même, il avait dit sur un plateau que pourquoi pas lui. Voilà, je peux répondre à ces critères-là. Mais il y a beaucoup d'autres Burkinabés qui peuvent répondre. Mais il faut surtout savoir faire les bons choix, effectivement. Les bons choix. Éviter de prendre toujours les mêmes personnes qui ont démontré qu'ils n'ont plus rien à proposer aux Burkinabés, au contraire. Vous savez, il y en a qui ne parlent pas, il ne faut pas aussi croire que c'est ceux qui parlent beaucoup qui sont les meilleurs. Il y en a qui ne parlent pas, mais qui sont très très bien. Il faut savoir aller chercher tous ces mondes-là et faire une alchimie, donc, hommes et femmes. Les 25 là doivent, et les 71 membres de l'ALT là, en tout cas pour moi, doivent être au-dessus de tout soupçon. Et
ils existent bien au Burkina ici. Et on peut bien les trouver facilement. Il n'y a qu'à regarder. Et lui, comme c'est un grand historien, il fait des backgrounds, il sait, comme je vous le disais, il connaît tout le monde. Donc ça serait très facile. Pour peu que Ibrahim, en tout cas, lui laisse un peu les mains libres dans ce sens-là. Parce que Ibrahim, bon, il est très jeune et comme il était trop concentré sur les affaires militaires, je ne suis pas sûr qu'il connaisse très bien le milieu politico-social du pays. Mais en tout cas, déjà avec cette nomination, il va avoir en tout cas quelqu'un qui va lui dire, même si Ibrahim apporte des noms qui ne sont pas bien, je suis persuadé que Maître de Tambela va lui dire, si on travaille avec ce monsieur-là, on n'ira pas loin. Ça, au moins, c'est très clair. D'accord. Alors, il y a aussi la LT. Il y a eu beaucoup de bruit pendant les assises, de la pertinence d'ailleurs des assises. Est-ce qu'il fallait tenir ces assises? Est-ce qu'il ne fallait pas? Vous étiez de l'avis qu'il fallait les tenir ou pas? Sincèrement, moi, j'étais même contre non seulement des assises, des ALT. Pour moi, vous savez, quand on a été bercé à sa jeunesse par des régimes d'exception, bon, on est un peu nostalgique de ce. Pour moi, il a fait un coup d'État et je l'avais dit aussi avec Damiba. Il faut assumer. Il n'a qu'à assumer pleinement. Pleinement. Bon, j'ai dit, si j'étais à sa place, je maintiens la suspension de la Constitution. Parce que c'est quand on lève la suspension, quand la Constitution est en vigueur là, qu'il y a tous ces problèmes. Puisqu'il faut faire semblant de se conformer à la Constitution. Prestation de serment, machin, etc., Assemblée législative, c'est parce qu'il y a la Constitution. S'il maintenait la suspension de la Constitution, il adopte un acte fondamental qui va être la Constitution pour diriger le pays. En ce moment, il n'a pas besoin de tout, que ce soit prestation de serment ou ALT, il dirige par ordonnance, etc. Mais c'est vrai que, bon, les gens estiment que, bon, pour un peu amadouer la communauté internationale, il faut révertir un peu les coups d'État d'un semblant de démocratie. Bon, moi je trouve tout ça de la fiction politique et législative. Bon, mais ça dit, si on vous entend parler, il met en place un gouvernement sans premier ministre, comme à la Sankara. Oui, comme à la Sankara. Il peut même mettre un premier ministre s'il veut, mais en tout cas, pas de constitution, parce que c'est une période d'exception. Moi, je suis d'accord parce que les transitions doivent être des périodes d'exception, parce que ça permet de faire des choses dont on ne peut pas faire en état dans une démocratie classique, etc. etc. Donc, il maintient la suspension de la Constitution. Il adopte l'acte fondamental, parce qu'il faut quand même donner aussi un semblant de légalité à tous les actes qu'il va poser. Donc, c'est l'acte fondamental qui va être donc cette Constitution qui va régir tous les actes qu'il va poser. Il gouverne par ordonnance, il peut mettre en place, il peut nommer un Premier ministre ou pas, mais l'essentiel là, c'est se trouver là-bas. Après la transition, les nouvelles, on lève la Constitution juste avant les élections, on lève la suspension de la Constitution, on va aux élections, et puis voilà, on reprend le cours normal avec cette démocratie bourgeoise que nous avons adoptée depuis 1991. Alors dans votre parcours, vous avez déjà eu l'expérience d'une transition, vous avez été membre d'une assemblée législative donc de transition, le CNT, le Conseil national de transition. Est-ce que dans notre contexte, on a vraiment besoin d'une assemblée législative pour la transition? Comme je disais, il y a ceux qui sont pour les assemblées législatives de transition invoquent trois raisons. La première raison, c'est qu'il faut donner donc une onction démocratique au pouvoir, même si c'est un coup d'État. Deuxième raison, c'est qu'il faut essayer d'amadouer la communauté internationale qui est regardante sur toutes ces choses-là. Et la troisième raison, enfin, et là, c'est cette raison même qui met un peu de bémol à ma position, c'est que si la transition doit faire des réformes politiques institutionnelles, il faut bien une assemblée pour les adopter. Voilà. Et c'est cette raison seule qui me convainc. Donc, dès lors que la Constitution est établie, que le Conseil constitutionnel qui vérifie la constitutionnalité des lois, est-ce qu'il ne pourrait pas gérer dans ces conditions par ordonnance? Et ça marche? Oui, il peut. Bon, vous savez, par exemple, si on veut adopter une nouvelle Constitution, vous voyez qu'une ordonnance, ça va être difficile. Bon, il y a des réformes qu'on peut faire par ordonnance, mais il y a celles aussi où forcément il faut une onction beaucoup plus populaire, non, à travers une assemblée législative. Donc, pour ça, oui, on peut estimer que bon, c'est nécessaire parce que
dans les objectifs de la transition, il est inscrit qu'on va faire des réformes politiques et institutionnelles en prélude aux élections post-insurrection. Notamment, on va revoir les textes de la charte des partis politiques, on va revoir le code électoral, peut-être même que la constitution sera nettoyée, etc. etc. Et là, c'est quand même des réformes majeures où il faut une onction populaire. D'accord. Alors, maintenant, la composition de l'Assemblée législative, ça fait 71. Ouais. Le chef de l'État a 20. Vous, les partis politiques, vous avez 12. Est-ce que ça vous va comme quota? Ben, moi, peu importe les noms, parce que de toute façon, moi, j'étais, même qu'on laisse à 50, d'abord qu'on n'en mette pas une ALT, bon, quand c'est mis, le projet de charte, c'était à 51, je me disais, bon, ça déjà, c'est beaucoup, il fallait laisser ça comme ça, bon, c'est venu à 71, bon, c'est les assises qui ont décidé de faire cette répartition. Est-ce que ce n'est pas tenant compte également du quota par rapport aux populations? Oui, ils ont essayé de... mais je trouve que, par exemple, 20 pour le seul président, bon, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est pourquoi je pose la question, parce que quoi qu'il en soit, l'hémicycle, c'est le haut lieu du débat politique. Donc c'est d'abord autre chose. Oui, normalement, on devrait faire la part belle aux partis politiques, mais bon, vous savez, dans les contextes actuels, comme tu le disais au début, bon, tous les péchés d'Israël sont mis sur la tête des partis politiques. Ça a été la même chose lors de la première ALT sous Damiba, où les partis politiques ont complètement été... On n'avait eu que 2 postes par entité. Hein. Bon, cette fois-ci, ils ont amené à 4. Bon, c'est déjà bien. Mais pour moi, l'essentiel, même si... c'est une seule personne que les partis politiques envoient là-bas. Il faut que cette personne soit de qualité et que cette personne joue vraiment son rôle de législateur. C'est ça qui est le plus important. Il ne faut pas aller s'asseoir à l'ALT juste pour prendre les indemnités de session et puis applaudir, s'élever. Non, c'est vraiment le haut lieu des débats politiques. C'est là-bas qu'ils vont passer toutes les réformes politiques et institutionnelles dont on va faire. Et ça nécessite donc des hommes de qualité, des hommes d'expérience, des hommes qui ont une grande culture législative et politique pour animer donc cette ALT-là. D'accord. En même temps, il y a le portrait robot du président de l'Assemblée législative de transition. Pour vous, quel peut être son profil? Parce que vous l'avez dressé pour le primature, mais celui qui va siéger au niveau de l'Assemblée législative. Non, comme je le disais tantôt, il faut quelqu'un qui connaisse déjà ce milieu-là, une grande expérience des assemblées, ça aussi il y en a. Quelqu'un qui est aussi comme le Premier ministre, un homme intègre, voilà, un homme de consensus. Voilà, faut pas nommer quelqu'un, faut pas mettre quelqu'un qui va exacerber les tensions entre les différents groupes. Un homme de consensus. Et je pense que voilà, si on a une personne qui regroupe ces 3 qualités-là, en plus de qualités, des valeurs qui ont été déclinées dans la charte, je crois que bon, c'est pas difficile de diriger une assemblée. Moi, j'ai fait plus de 10 ans à l'Assemblée, je sais comment c'est, voilà, donc ça peut donc là-bas, les enjeux sont moindres par rapport au... Oui, les enjeux sont moindres parce que, bon, surtout à une période comme ça, où on ne va pas faire une inflation législative, il n'y aura pas beaucoup de lois, voilà, non, je crois que ce n'est pas nécessaire, on doit se concentrer sur vraiment l'essentiel, notamment les réformes politiques et institutionnelles, et puis certainement le budget, voilà, pour qu'ils vont avoir à voter, les restes, ça va être vraiment les train-train, donc ça, les enjeux seront moindres là-bas qu'au niveau de l'exécutif. Parce que tout vraiment, parce que c'est l'exécutif qui va mettre en œuvre les 3 missions essentielles, notamment l'aspect sécuritaire, l'aspect humanitaire et les réformes politiques et institutionnelles. C'est l'exécutif qui va les conduire et voilà. Vous êtes à l'émission Monde Politique avec Alexandre Jérémy Sankara, vice-président du PUR, les Progressistes Unis pour le Renouveau. Notre émission se poursuit. Alors, nous parlons des perspectives pour le Burkina Faso. On a déjà un Premier ministre, on attend les membres du gouvernement et puis ceux qui vont composer l'Assemblée législative de transition. Voilà. Mais maintenant aussi, il y a le choix des partenaires. C'est un sujet aujourd'hui qui est dans la rue, pratiquement. On reste avec la France, on va en Russie, on revoit avec les États-Unis. Finalement, quel partenaire pour le Burkina dans cette transition? Moi, ça me fait rire quand je vois ces débats surgir au Burkina de 2022. C'est terrible ça. Non, le premier partenaire, c'est nous-mêmes. C'est le Burkina. Oui, mais pourquoi on veut que les autres viennent faire ce que nous, on a l'obligation de faire, c'est-à-dire défendre notre pays. Donc notre premier partenaire, c'est d'abord nous-mêmes, c'est le Burkina, ce sont les Burkinabés. Maintenant, comme nous ne sommes pas dans un monde fermé, il est évident que, bon,
on va aller chercher ailleurs ce que nous n'avons pas. Et c'est aller chercher ailleurs là, c'est nous encore qui décidons. Moi j'ai toujours dit que je suis contre ceux qui disent que non, la France nous empêche de faire ceci, c'est pas vrai. Les accords secrets, c'est du pipeau. Il n'y a pas d'accord secret qui existe entre la France et les... Et donc autant dire que ce sont nos dirigeants qui ne sont pas suffisamment courageux. C'est nos dirigeants qui ne sont pas suffisamment courageux pour s'assumer. J'ai dit, les seuls accords secrets, ils sont au nombre de 2. Enfin, quand j'appelle d'accord secret, les seuls moyens de pression que la France a sur nous, il y a 2 types. Le premier type, ce sont nos dirigeants. Vous voyez, puisque depuis les indépendances jusqu'à une certaine, et jusqu'à maintenant, hein, c'est la France qui décide qui va être au pouvoir et quand il va partir. Donc, quand la France veut mener des politiques en Afrique, mais ce chef d'État devient comme un sous-préfet de la France qui exécute les ordres. Il y a quelques rares chefs d'État comme les Sankara dont ils n'ont pas vu venir et dont ils n'ont pas pu contrôler. Deuxième moyen de pression, c'est la monnaie. Moi j'ai dit c'est tout. Par exemple, si nous voulons acheter des armes à la Chine ou en Russie ou à l'Union soviétique à l'époque, la Chine ne connaît pas notre franc CFA. Nous n'avons pas aussi la monnaie chinoise, le yuan, nous n'en avons pas, ou nous n'avons pas de roubles russes. Qu'est-ce que nous faisons? Mais nous sommes obligés, à l'époque, la seule monnaie convertible en franc CFA, c'est le franc français. Et aujourd'hui, c'est l'euro. Nous sommes obligés d'écrire à la France, à la banque française, pour lui demander des francs français. On va nous demander, mais pour faire quoi? On va dire, non, on veut payer 10 milliards d'armes, on va transférer ça à la Chine. Mais c'est en ce moment qu'elle met son pied. Elle ne va pas vous dire qu'elle ne va pas vous envoyer. Soit elle dit que non, pour le moment, on n'a pas de devises, ça va traîner, etc. etc. Voilà, c'est tout. Donc, c'est les dirigeants et la monnaie, dont la France, voilà les 2 instruments que la France a toujours utilisés pour nous empêcher de faire ci ou cela. Donc, ça dépend de nos dirigeants. Moi, si je suis président, mais je ne vais pas aller... Moi, j'ai toujours demandé, est-ce qu'il y a un ministre qui s'est levé, il dit, il va aller signer des accords avec un pays X, et la France lui sort un papier pour dire, ah, attention, il y a des accords que Lamizana ou Maurice avait signés qui t'empêchent de faire ça. Moi, je demande qu'on me sorte, qu'il faut quand même que si ça arrivait, qu'un ministre nous dise un jour, oui, oui, moi j'ai voulu faire ça, et on a dit, non, c'est pas ça. C'est le manque de courage, et on a peur des pressions, on a peur qu'on me fasse tomber, etc. Mais quand la France a eu affaire à des dirigeants qui n'avaient pas peur de ces pressions-là et qui n'avaient pas peur d'être tombés là, comme les Sankara là, mais vous voyez que cette question, on ne l'évoquait même pas. Sankara traitait avec tout le monde et il disait à tout le monde, voilà. S'il est en Chine, sa bagarre même avec Kadhafi, c'était ça. Parce que Kadhafi voulait que voilà, Sankara soit un peu, vienne chaque fois prendre des ordres chez lui. Quand il veut traiter avec tel pays, il faut d'abord... Sankara lui a dit non, ça ne marche pas comme ça. Je traite avec la Libye comme je traite avec un tel ou tel pays. Donc, vraiment, ça dépend de nous-mêmes. Donc, nos dirigeants et la monnaie. La dirigeant et la monnaie. Voilà les 2 instruments de colonisation qui existent toujours avec la France. Aujourd'hui, c'est l'euro, mais l'euro, c'est la France qui nous a amenés à l'euro. Donc, on est toujours obligé parce que le franc CFA n'est convertible nulle part. Tu ne peux pas te lever avec ton franc CFA, aller aux États-Unis, rentrer dans un magasin pour dire que voilà. Mais même en France, tu ne peux pas. Mais au moins, on dit que c'est convertible à l'euro. Donc, si nous voulons payer des armes avec la Russie, comme les Russes ne veulent pas de notre CFA, et comme nous n'avons pas de roubles pour donner aux Russes, les Russes au moins veulent l'euro ou le dollar. Pour avoir ces devises-là, la Banque centrale des États de l'Afrique, de la BCAO, ne peut s'adresser qu'à la Banque de France. Mais si la Banque de France dit qu'elle ne vous donne pas, ou qu'elle met du temps avant de vous donner, après, les dirigeants, pour masquer ces incapacités-là, ils font fuiter des bruits comme quoi non, on nous empêche de faire ceci, il y a des accords secrets. C'est pas vrai. Manque de courage. C'est tout. D'accord. Vous dites manque de courage. Oui, oui. Quelle appréciation faites-vous de saccage de l'Institut français à Bobo et puis de l'ambassade de France à Ouagadougou lors des événements du 29-30 septembre? Non, bon, c'est déplorable. Non, il faut qu'on sorte de ça. Ça nous apporte quoi? En saccageant l'Institut français ou l'ambassade de France là. En quoi ça a permis des avancées dans ce qu'ils voulaient faire là? Rien. Je crois qu'il faut condamner ça, il faut déplorer ça, même si j'ai dit toujours, bon, ceux qui font ça, parfois, c'est de bonne foi parce qu'ils se laissent justement empoisonner ou instrumentaliser par ces histoires de oui, il y a des accords secrets. Donc, on s'énerve, on dit bon, voilà.
Parce qu'il faut aussi se poser des questions. Pourquoi ils n'ont pas saccagé l'ambassade américaine? Pourquoi ils n'ont pas saccagé l'ambassade du Japon, etc. Pourquoi chaque fois c'est la France? La France aussi doit quand même se dire, bon, il y a un problème en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Pourquoi les citoyens de ces pays-là, de cette zone en Afrique-là, m'en veulent chaque fois? La France a dit que c'est une nouvelle opinion qui est... Oui, mais qu'est-ce que c'est anti-français qui est né? Oui, mais c'est que cette opinion anti-française-là se repose sur des vécus historiques et récents. Donc les citoyens... Et c'est ça aussi le problème de la France, des autorités françaises. Elle n'est pas parvenue à s'adapter à l'évolution de la citoyenneté en Afrique. Nous, aujourd'hui, ou bien nos enfants, ne sont pas les mêmes que eux, ils ont colonisé dans les années 1800, et n'en parlons pas même dans les années 60. Voilà, Sankara, qui est aussi qui est arrivé à une époque donnée, n'avait pas les mêmes visions que Maurice ou Lamizana. Ibrahim Traoré aujourd'hui, il s'en fout. Et voilà, donc il faut que la France puisse comprendre que le monde a changé. Il n'a pas seulement changé chez eux, il a changé aussi chez nous. Et on ne peut pas faire, et elle ne peut pas continuer à faire ce qu'elle faisait il y a 60 ans, 70 ans, 80 ans. Si la France ne tient pas compte de ça, je vous assure que c'est elle-même qui va s'auto-exclure, qui va s'auto... Pourtant, elle dit que c'est l'œuvre du Dieu utile, qui ne savent pas non, ça c'est justement, c'est des appréciations comme ça qui constituent des erreurs d'appréciation. L'ambassadeur était complètement à côté de la plaque. Complètement. Voilà. Il faut qu'ils analysent bien le phénomène de l'anti... voilà. Pourquoi les citoyens aujourd'hui sont anti-français et pas anti-américains, anti-chinois. Voilà. Il faut que si la France arrive à répondre à cette question, elle trouvera qu'elle a une grande part de responsabilité dans le développement de ces sentiments. Ce sont des jeunes qui sont manipulés tout simplement. Non. Bon, oui, vous savez, dans toute chose, on dit que les gens sont manipulés. Mais pourquoi on manipule quelqu'un? Il faut quand même que tu lui donnes des éléments voilà, de base. Et il y a ces substrats-là qui existent. Notamment, c'est la politique française en Afrique qui est complètement aux antipodes de ce qui doit être aussi une coopération bilatérale entre États et États en ce 21e siècle. Mais à aller en profondeur, est-ce qu'on ne fait pas un mauvais procès à la France du moment où elle défend ses intérêts? Comme d'ailleurs l'a dit un de ses anciens présidents, elle n'a pas de mien que des intérêts. Oui, bon, c'est ça que j'ai dit. Bon, dans ces conditions, comme on discute d'égal, oui. Comme on discute avec elle pour avoir ce que nous voulons, pour qu'elle aussi elle gagne ce qu'elle veut. Oui, moi j'aurais aimé qu'au lieu que les citoyens s'en prennent aux édifices français, qu'ils s'en prennent à nos autorités. Ce n'est pas la peine de s'en prendre aux Français ou à n'importe quel étranger ici, non. Parce qu'il faut que, si nous avons des ressentis contre un pays, c'est d'abord de la faute de nos responsables. Et nous devons les faire comprendre. Ce jeu-là, mais ils ont des ressentis contre... Vous pensez que les Français n'ont pas des ressentis contre les Russes, les Américains ou les Chinois? Mais ils ne sont pas marchés, aller saccager l'ambassade russe. Non, ils mettent la pression sur leurs présidents et leur gouvernement qui prennent des décisions pour régler les problèmes qui ont amené les ressentis là. C'est ça l'efficacité de la politique. Mais nous ici, bon, on exprime nos ressentis en cassant l'immeuble de l'ambassade de France ou du centre culturel. Ça ne résout aucun problème. Au contraire, nos dirigeants sont contents. Puisque à ce moment, il dit, on a trouvé un bouc, le peuple a trouvé un bouc émissaire, moi j'ai dors tranquille. Il faut que nous apprenions maintenant à nous en prendre à nos dirigeants. Parce que c'est eux qui doivent traiter d'égal à égal avec les autorités françaises. Si elles ne le font pas, c'est que la première responsabilité leur incombe et nous devons, nous citoyens, leur demander des comptes. Parce que les Français, ils se battent, comme vous dites, pour leurs intérêts et pour les intérêts de leur peuple. Alors, nous avons suivi également hier, vendredi, l'investiture du chef de l'État. Dans son discours, il a appelé à une mobilisation patriotique et populaire contre le terrorisme. Le mot est lâché. Il y en a qui demandaient depuis une mobilisation populaire. Lui-même, il en appelle. Pour vous, quel peut être le contenu de ce mot, de ces deux mots, patriotique et populaire? Bon, moi, je me méfie trop de ce truc-là, guerre généralisée, populaire. Bon, vous savez, il faut justement qu'on donne un contenu à ça. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je sais que sous la Révolution, on l'a expérimenté, mais ce n'était pas de façon ponctuelle. Il y avait un contenu politique, idéologique, avant d'être militaire. C'est ça la grande différence.
Voilà. Donc, s'ils veulent s'inspirer de ce qui a été la guerre généralisée populaire, généralisée sous la Révolution, bon, il y a, en tout cas, je crois qu'au sein de l'armée, il y a toujours des gens qui ont vécu cette expérience, qui peuvent bien les accompagner. Je crois aussi qu'au sein des Burkinabés, il y a des anciens CDR qui ont pratiqué ça, qui peuvent bien être utiles. Pierre Ouedraogo est là, bien d'autres personnes qui peuvent bien les dire, ah, voilà ce qu'on entend par guerre populaire généralisée, etc. Mais bon, il ne faut pas qu'on se jette comme ça. C'est vrai que la situation est critique et Sankara aussi l'avait dit, on ne peut pas confier la défense d'un pays aux seuls militaires, quelle que soit leur spécialisation. C'est le peuple qui doit assurer sa propre défense. Je crois que c'est surtout, il doit s'inscrire dans cette dynamique-là, dans cette logique-là. Vous êtes méfiant vis-à-vis de ce concept de guerre populaire? Non, pas que je suis méfiant, mais je veux qu'on donne un contenu. Voilà, bien maîtrisé. J'ai dit, il faut d'abord que ceux-mêmes qui disent ça là, sachent c'est quoi. Voilà, guerre populaire généralisée, ça veut dire quoi? Vous voyez que personne ne donne une définition, mais on jette les termes comme ça. Depuis longtemps, depuis Sourok jusqu'à Damiba, on dit non, il faut que ce soit une guerre populaire généralisée. Bon, c'est bien, mais j'ai dit, il faut qu'on laisse à ceux qui sont rompus à la tâche là, de ces choses-là, pour donner un contenu à ça et de dire comment ça va s'opérationnaliser. Voilà les deux éléments fondamentaux. D'abord un contenu et le process, comment ça va se... Est-ce qu'on va sortir, distribuer des armes comme ça à tout le monde, sans une formation préalable? Je ne sais pas. Ou bien, on va, comme Sankara le faisait, organiser les gens en CDR, mais est-ce qu'on a encore le temps pour ça? Parce que, bon, l'ennemi est déjà... Sankara préparait la guerre. Il dit, ah, nous, on est arrivé, il faut qu'on se prépare parce que les ennemis du Burkina sont nombreux et ils vont nous attaquer. Donc, il avait mis une politique en place pour... Mais ici, nous, on a dormi sur nos deux lauriers et la guerre est venue. Bon, maintenant, est-ce qu'on a le temps de préparer tous les citoyens, les donner des armes pour qu'ils partent au front? Vraiment, je ne sais pas, je ne vais pas m'aventurer parce que je ne connais pas vraiment exactement comment ça va s'opérationnaliser cette notion de guerre populaire généralisée là. Alors, hier, à sa prise de fonction, les uns et les autres s'attendaient à un discours fort enlevé avec de grandes perspectives qui sont annoncées. Ça n'a pas été dit. Quelle est votre appréciation de ce contenu, de cette forme de discours? Parce que dès lors que quelqu'un prend fonction, c'est aussi un rendez-vous avec l'histoire et avec son peuple. Oui. C'est vrai que ces moments-là sont des moments effectivement de prise de rendez-vous avec son peuple et avec l'histoire. Bon, je n'ai pas senti très bien ça avec le discours du jeune capitaine, mais a peut-être deux raisons. Parce qu'il n'a pas voulu lire. Oui, il a annoncé dès le départ qu'il ne va pas lire, il va plutôt nous parler du fond de son cœur. Certainement que le discours qui est écrit, vraiment s'il avait peut-être lu avec toute la prestance qu'il faut, on allait ressentir ce dont il dit. Mais il a préféré mettre de côté et il a dit qu'il allait utiliser ça comme main courante pour regarder et puis voilà. Et il a parlé vraiment, c'est bien, mais ça aussi, ça demande de la préparation. Voilà, les Sankara, les Sékou Touré, autres là faisaient ça à l'aise parce que bon, ils étaient très bien préparés. Donc quand ils les écoutaient, tu avais l'impression qu'ils lisaient, or ils rendaient ça comme ça. Bon, mais je crois que ça n'enlève rien à la qualité, parce qu'il a quand même... d'abord, la première chose que j'ai appréciée, c'est le fait de dire qu'il veut nous parler du fond de son cœur. Ça veut dire qu'il ne veut pas s'enfermer dans un truc écrit. Il veut vraiment dire ce que lui-même, il a envie de dire. Parce que les discours, on sait, ce sont les techniciens qui les préparent entre quatre murs, bon, parfois loin de ce que toi-même, mais comme on sait qu'il n'avait pas le temps pour écrire lui-même son discours, il a voulu dire, bon, laissez-moi, je vais vous parler vraiment de ce que j'ai dans le tréfonds. Et ça, c'est déjà très bien. Et il a annoncé quand même, voilà, quelques grands axes de sa gouvernance. Et ça, c'est pas mal. Ouais. Maintenant, peu importe les discours, hein, on l'attend à l'œuvre. Damiba avait fait aussi un discours qu'on avait applaudi en terminant par la patrie, la mort, nous vaincrons. Et quelques mois après, c'était devenu la patrie ou quoi là, pour la patrie, nous vaincrons. On avait déjà enlevé un ou deux mots. Et après, bon, c'était la dérive totale. Donc, je crois qu'on l'attend vraiment véritablement sur le terrain. Le pays est confronté à une crise multidimensionnelle. Les paroles même n'ont plus d'importance. Il faut les actes. Alors, nous partons vers la fin de notre émission. Vous avez connu Dabe Boukari, il y a eu le dossier, a été jugé. Alors,
après le dossier de Thomas Sankara, c'est un dossier emblématique qui a été également vidé. Il reste celui de Norbert Zongo et bien d'autres en attendant. Mais votre appréciation de cette justice qui a été rendue? Non, c'est d'abord une satisfaction. Moi, j'ai dit c'est la preuve que notre combat n'a pas été vain. Parce que vous savez, les gens, à l'époque, moi j'étais à l'université avec Albert, et les Dabo c'était nos aînés au sein du mouvement estudiantin. J'étais à la manifestation, après la manifestation le soir, ils ont été arrêtés, d'autres exclus du camp. Donc, mais nous n'avons jamais baissé les bras. Après, chacun s'est retrouvé dans la vie active, dans des mouvements différents. Moi, je suis parti dans les partis politiques, d'autres sont restés dans les syndicats. Mais nous avons continué le même combat pour que triomphe la vérité sur l'assassinat de Dabo Boukari. Et ça, il faut rendre hommage aux étudiants de l'Université de Ouagadougou, notamment l'ANEB, qui n'a eu de cesse de batailler, comme les sankaristes ont bataillé pour que le dossier de Thomas Sankara voit les jours. C'est la preuve aussi que plus rien ne pourra être comme avant. Sankara l'avait dit. Sa satisfaction, c'est qu'on ne pourra plus diriger ce pays comme de par le passé. Et c'est ce qui est en train de s'écrire. On a beau commettre des crimes, même dans 30 ans, ça va vous rattraper. Il reste le dossier Norbert Zongo. Ça aussi, inévitablement, François Compaoré a beau user des subterfuges juridiques pour s'éloigner du Burkina, mais tôt ou tard, ce dossier aussi va être jugé. Et ça ne peut qu'être une satisfaction pour tous les démocrates, pour tous les patriotes qui se sont battus pendant des années, parfois au risque de leur vie, au risque de leur carrière, au risque de tout. Mais ces gens n'ont jamais abandonné. Et aujourd'hui, en tout cas, nous devons être fiers et contents de cet aboutissement-là. D'accord. Alors, sur le plan politique, votre parti chemine avec 4 autres partis de formation politique en vue d'une alliance. Comment évolue le processus? Donc, le processus évolue bien. C'est les différents... Vous savez, notre alliance est née avant le coup d'État. Voilà, oui, c'est au sortir des élections. Voilà. Oui, les démarches étaient bien avant le coup d'État. Voilà, c'était bien avant le 24 janvier. C'est pour ça d'ailleurs que dès le 26 janvier, nous avons pu sortir une déclaration parce qu'on était déjà ensemble. Non, ça évolue bien. Nous sommes en train de préparer des textes fondateurs parce que l'objectif c'est d'aller à un regroupement beaucoup plus profond, soit à une alliance véritable ou à une fusion totale avant les élections. Donc, nous avons mis des commissions qui travaillent sur tout ça, préparer les textes fondateurs, etc., etc. Et les différentes instances des partis vont examiner. Et puis, en tout cas, ça se passe bien. Et vraiment, il faut dire que cette alliance est née et rapidement, il y a eu des événements qui ont nous ont mis un peu en retard, mais malgré tout, on travaille. Et à chaque fois, en tout cas, notre alliance a toujours été présente sur les décisions majeures, enfin sur la vie nationale. Je me rappelle quand on a fait la déclaration pour condamner le putsch, mais beaucoup de gens nous sont tombés dessus, même nos propres militants disent non, voilà. On croyait qu'on supportait Roch. On a dit non. Vous savez, on ne peut pas, un médecin ne peut pas demander de prendre la place du directeur de l'hôpital sous prétexte que le malade ne guérit pas. C'est ce que Dengo a fait. C'est lui qui était le médecin, il est censé soigner le malade. Mais il dit de remplacer, il dit qu'il faut que lui remplace Roch parce que le malade ne guérit pas. Comme si c'est Roch qui empêchait qu'on administre aux malades les médicaments, voilà, la prescription du médecin. Donc on avait dit non, c'est une fausse solution à un vrai problème. Mais après, quelques mois après, les gens nous ont donné raison. L'histoire nous a donné. Et tout le monde disait ah, vous avez été des visionnaires. Oui, non, c'est une question d'analyse politique simplement. Et voilà. Et bon, ça continuait comme ça. Après, nous avons participé à la création à la mise en place du Front patriotique. Il faut dire que c'est même notre ensemble, Alliance pour les FASO, qui a été l'initiateur du Front patriotique avec le doyen Germain Bitounama, avec le mouvement d'Italiens. C'est nous qui avons dit, bon, justement, vu les dérives que la transition de Damiba faisait, nous avons dit, ah, il faut qu'on sonne la lettre. Si on ne regroupe pas les forces patriotiques, les forces démocratiques pour contraindre la remise à plat de la transition, on va aller au mieux. C'est ça qui a amené donc la naissance du Front patriotique. Et aujourd'hui, en tout cas, que ce soit ensemble pour les FASO, que ce soit au sein du Front patriotique, nous sommes véritablement satisfaits du travail que nous avons fait. D'accord. Alors, les élections, les nouvelles autorités disent que la date ça va être tenu pour certains. Les élections ne sont pas une priorité. Vous, qu'en pensez-vous?
Non, c'est une priorité. Il ne faut pas aussi qu'on dise que nous avons choisi d'être dans un système de démocratie libérale. Hein, mais dans un pays en crise. Oui, mais je crois qu'on ne va pas aller aux élections s'il y a la crise. Je me dis que si les dates des choses, Traoré a annoncé des dates, bon, on attend de voir. Si à l'approche il y a des problèmes, bon, bien sûr que tous les acteurs vont se mettre ensemble pour encore dire, ah, qu'est-ce qu'on fait? C'est surtout ça, il faut qu'il y ait de la concertation à chaque étape. Mais on espère que d'ici dans les 21 mois là, bon, on va arriver quand même à juguler cette crise sécuritaire là et que bon, ça permettrait certainement d'aller aux élections. Mais bon, à l'impossible, nul ne sera tenu. Oui, mais dans l'expérience de plusieurs autres pays, il y a des moments où les élections étaient organisées dans une situation très compliquée, la circonscription électorale étant le territoire national et non les régions, les provinces comme au niveau des députations. Ouais. Alors, c'est aussi ça aussi la réalité. Donc, ils disent, malgré tout, même si c'est dans une moindre mesure, ça peut se tenir. Est-ce que, en ce moment, ce n'est pas des élections à minima? Oui, vous êtes fortement contesté. Oui, moi, je ne suis pas pour ça. Voilà. Si on veut organiser des élections, qu'on l'organise sur toute l'étendue du territoire et que tous les citoyens soient libres d'aller voter ou pas. Mais ça doit, maintenant, si on doit dire, bon, vous voyez, non, tout ça, ça montre notre incapacité. Si on en arrive à là, c'est que le pays n'est pas encore libéré. Et si le pays n'est pas libéré, donc notre priorité n'a pas changé. Ça reste toujours la libération du pays. Voilà, donc non, restons voilà, dans des proportions acceptables. Et si c'est dans des proportions acceptables, où on a pu récupérer certaines localités, vous pensez qu'à combien de pourcents est-ce que c'est possible d'organiser les élections? Au cas où, dans 21 mois, on ne récupère pas tout, mais on aurait récupéré une partie. En tout cas, bon, pour moi, l'idéal serait qu'on récupère 100%. Mais bon, si on n'arrive pas à récupérer, comme j'ai dit, c'est encore les acteurs qui doivent s'accorder pour dire, bon, on a récupéré 60%, c'est bien, on doit aller aux élections. Si on ne va pas soumettre ça au référendum, mais je crois qu'il y a des mécanismes pour demander l'avis du peuple. Si, de façon générale, dans l'imagerie populaire, on sent que les gens sont prêts pour qu'on aille aux élections à 60% du territoire récupéré, ben on y va. Mais si on sent que les gens ne sont pas prêts, on va se dire, bon, pourquoi on ne va pas récupérer 80, etc. Bon, je pense que c'est des questions très, très délicates. Il faut faire attention. On n'est pas déjà se dire, non, il faut qu'on aille aux élections coûte que coûte, parce que, etc., etc. Non, moi, je ne suis pas dans ce paradigme-là. L'objectif, c'est récupérer les territoires, restaurer l'intégrité du territoire pour aller aux élections. C'est ce qui est dit dans la charte. Bon. Dernière question. Ouais. Alors, le référendum était dans le tuyau depuis le président Kaboré, jusqu'à présent, ça ne l'a pas été. Oui. Est-ce que le passage à la 5e République est une obligation ou est-ce que la constitution actuelle du Burkina Faso est bien pour notre démocratie? Est-ce qu'il faut véritablement organiser le référendum? Non, moi je ne vois pas l'intérêt. Dans le contexte de cette transition? Non, 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 surtout pas. Non. Même, moi je me suis toujours demandé, mais une nouvelle constitution pour faire quoi? Non, dites-moi. Quel est l'impact sur la vie des citoyens, une nouvelle constitution? Vous voyez, enfin, nous les Africains, on aime trop singer, hein, on aime les trucs, oui, non. Une constitution, mais regardez la constitution américaine, elle est humide, elle est là. Il y a des amendements qui se font, mais on ne change pas de constitution. Voilà. Donc, cette constitution-là, qu'on a relookée sous la transition, je pense qu'elle est très bien. On peut faire des amendements, mais ça ne nécessite pas qu'on aille à une nouvelle condition. Moi, en tout cas, je ne vois pas l'intérêt. Ça va coûter de l'argent, surtout dans un contexte où on en a pas. On pourrait les reverser à la LT? On pourrait les reverser à la LT qui va nettoyer la Constitution si on identifie des articles dans la Constitution qui méritent d'être nettoyés. Voilà. C'est ça aussi, la loi le permet. La modification de la Constitution, ce n'est pas forcément la changer totalement, non. On peut juste, on l'a fait sous le CNT de 2015, on avait modifié la Constitution pour marbrer dans l'article 37. Ça peut aussi être fait sous cette ALT-là, mais bon, de là à aller jusqu'à une nouvelle Constitution, bon, moi, vraiment, je n'en vois pas l'intérêt ni la pertinence. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis parce que nous sommes à la fin de cette émission. Nous disons merci à notre invité Alexandre Jérémy Sankara, vice-président du PUR, le Progressistes Unis pour le Renouveau, d'avoir répondu présent. Merci encore d'être venu et nous vous informons que nous avons encore rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Merci de nous rester fidèles sur les programmes de la télévision Sur TV et de la radio Watt FM. Merci, excellent week-end. Bien des choses chez vous. Au revoir.